Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler dans la catégorie Nouvel Ordre Mondial de l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise ou encore la résignation acquise. Alors on est en plein dans le sujet parce qu'en ce moment il y a plein de théories, qu'elles soient conspirationnistes ou d'un point de vue théologique, sur soi-disant l'apocalypse, etc. Bon, peut-être qu'elle viendra un jour ou l'autre, mais enfin, on en parle tout le temps. On sent qu'il y en a qui se mettent en mode veille, en mode attente. Ils attendent que ça se passe. Il y en a d'autres qui utilisent ce mode attente chez les autres pour presque provoquer une guerre civile. Donc c'est vraiment de la manipulation mentale aussi. Et j'aimerais voir ce concept en psychologie que j'ai vu moi, que j'ai connu dans la télévision étrangère. En France, je ne pense pas qu'on en parle. C'est parti. Alors, définition. L'impuissance apprise ou impuissance acquise ou encore résignation acquise est un sentiment d'impuissance permanente et générale qui résulte du vécu d'un être humain ou d'un animal, comme en politique, quand on n'est jamais content des actions des gouvernants. Ce sentiment est provoqué par le fait d'être plongé de façon durable et répétée dans des situations factuellement nuisibles, mais aussi qui peuvent être bénéfiques sur le long terme en fait, en lesquelles l'individu ne peut agir et auxquelles il ne peut échapper. L'impuissance apprise se rapproche de la dépression, de l'anxiété et du désespoir, et est corrélée à ces types de souffrances psychiques. L'impuissance apprise a été proposée en 1975 par Martin Seligman, professeur de psychologie expérimentale suivant une théorie de l'impuissance apprise, et a été par la suite reformulée avec l'aide d'Abraham et de Teasdale en 1978 sous le thème d'attribution et impuissance apprise. Cette théorie a finalement été révélée et complétée par Abramson, Metalski et Alloy en 1989 sous le terme de théorie de manque d'espoir ou de désespoir. Donc ça fait 30 ans que c'est connu, est-ce qu'on en parle dans les médias? Et non. Alors, il s'agit d'un état psychologique résultant d'un apprentissage dans lequel le sujet fait l'expérience de son absence de maîtrise sur les événements survenant dans son environnement, peu importe que l'événement soit bénéfique ou nuisible. Cette expérience tendrait à l'adoption par le sujet, humain ou animal, d'une attitude résignée ou passive. Cette impuissance est apprise car elle se généralise même aux classes de situations dans lesquelles l'action du sujet aurait pu être efficace. Donc c'est vraiment quelque chose d'acquis, c'est pas génétique. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut s'éveiller, tout le monde peut s'améliorer, voilà. Expérimentation. Alors, dans les grandes lignes, Seligman a travaillé à partir du modèle du conditionnement opérant de Skinner. Il réinterprète ses résultats expérimentaux en introduisant la probabilité perçue par le sujet que son comportement entraîne un renforcement positif. Dans la première partie de l'expérience, 3 groupes de chiens sont attachés à un harnais. Dans le premier groupe, les chiens sont simplement attachés à leur harnais durant une courte période et ensuite libérés. Les groupes 2 et 3 restent attachés. Lorsque le groupe 2 subit intentionnellement un choc électrique, au secours, ça me fait penser au MK Ultra, c'est terrible, que les chiens peuvent arrêter en pressant un levier, ou un bouton, je ne sais pas précisément ce qu'il veut dire par levier. Chaque chien du groupe 3 est attaché en parallèle à un chien du groupe 2, subissant un choc de la même intensité et de la même durée, mais ceux du groupe 3 n'ont pas la possibilité d'arrêter le choc, en faisant quelque chose. Donc même s'ils font des actions, ils sont dans l'impuissance apprise. Le seul moyen pour un chien du groupe 3 d'échapper au choc est qu'un chien du groupe 2 actionne son levier. Les chiens du groupe 3 ne peuvent donc pas agir par eux-mêmes pour échapper au choc. Ah, ça me fait penser au paternalisme aussi, tiens. Au bout du compte, les chiens des groupes 1 et 2 se sont rétablis rapidement de leur expérience, tandis que les chiens du groupe 3 ont appris à être impuissants et ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique, la dépression sur le long terme. Dans la deuxième partie de l'expérience de Seligman et Meyer, ces 3 groupes de chiens ont été mis dans un nouveau dispositif avec un petit muret qu'il suffit de sauter pour éviter le choc. Pour une très grande partie du parcours, les chiens du groupe 3, qui avaient précédemment appris que rien ne pouvait arrêter les chocs, donc rien ne pouvait les aider, il n'y avait pas de solution à leurs problèmes, mathématiquement parlant, donc ces chiens du groupe 3 restaient passivement immobiles et gémissaient. Donc ils pleuraient, les pauvres. Bien qu'ils auraient facilement pu échapper au choc, les chiens n'ont même pas essayé. Donc c'est comme les gens qui disent bon, ce qu'il y a à la télé c'est de la MERDE, mais ils n'ont même pas essayé d'aller voir sur internet pour voir s'il y a d'autres sources d'informations alternatives. Ainsi, lorsqu'un animal est soumis à des stimulations, donc c'est un mot compliqué, je préfère dire de perception inévitable, celui-ci renonce à tout comportement d'évitement. Il se résigne à l'immobilité. C'est de l'impuissance apprise. Ce comportement persiste même lorsque les stimulations de perception sont évitables, il peut les éviter.
Toutefois, si l'expérimentateur intervient auprès des chiens devenus apathiques pour les tirer en les portant de l'autre côté du muret lors de l'envoi du choc électrique, l'animal peut parfois réapprendre l'initiative et ainsi sortir de l'état d'impuissance apprise. Seligman en tire quelques conclusions. Donc le traumatisme réduit la motivation à répondre dans un premier temps. Ensuite, les expériences traumatiques interdiraient l'apprentissage de nouvelles réponses. C'est ce qu'on voit dans le trouble de l'identité, que j'ai déjà vu dans une vidéo, et dans le stress post-traumatique. Tout ce qui est traumatique entraîne une réponse physique et psychologique et émotionnelle. Cet état serait un des facteurs de la dépression et ou de l'anxiété. Alors quels sont les impacts ? Peu importe leurs origines, les individus faisant l'expérience d'événements dits incontrôlables souffrent de problèmes émotionnels, d'un comportement agressif, de troubles physiologiques qui ont du mal à résoudre leurs problèmes, par la logique et l'action. Ces expériences d'impuissance peuvent s'associer à une cognition faible, donc c'est une perception par les cinq sens qui est faible de la réalité, une cognition faible, passive ou incontrôlable chez les individus, menaçant ainsi leur santé mentale et physique. Alors au niveau physique, psychologique et social, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement ? L'impuissance acquise peut contribuer à une faible santé à la suite de l'image que se donnent les individus sur eux-mêmes. Cette dégradation de la santé peut inclure une négligence nutritionnelle, du sport et des traitements médicaux car les individus croient qu'ils n'ont aucune possibilité de changer. Plus les individus perçoivent des événements incontrôlables et imprévisibles, plus le stress est intense et moins l'espérance de changer quelque chose à leur vie peut être perçue. Donc c'est exactement la manipulation des masses par les élites malveillantes. Ensuite au niveau psychologique, l'impuissance acquise peut également causer des problèmes de motivation. Alors on cite plusieurs spécialistes qui nous disent ceci. L'enseignement des stratégies aux sujets en difficulté scolaire a fait apparaître que certains ne percevaient pas l'utilité des procédures, donc des acquisitions, que ce soit le fait d'apprendre ou de comprendre des méthodes pour résoudre des problèmes de maths par exemple, pas l'utilité des procédures, car ils ne concevaient pas que leur succès ou leur échec pût être dû à leur propre effort. À force de se faire rabrouer par un instinct, à force de ne pas être choisi pour lire, etc. Moi, c'est pas mon cas parce que j'ai toujours été dans la tête de classe, mais je sais que certains enfants, même s'ils sont très intelligents, très performants à l'école, dans le domaine scolaire, très performants en général dans ce qu'ils font, s'ils sont sans arrêt rabaissés entre les lignes à l'école, ils vont s'imaginer que malgré leurs efforts, ça ne marchera pas. Au niveau social, la maltraitance sur mineurs par négligence peut être une manifestation de l'impuissance acquise. Lorsque les parents pensent être incapables d'arrêter de faire pleurer leur enfant, ils abandonnent toute action le concernant. Et là on parle donc du syndrome du bébé secoué par exemple, ce qui ne justifie pas les actes de ces gens. On parle du burn-out parental, parce que les parents ils en peuvent plus, ils n'ont pas eu, on leur a pas transmis l'expérience qu'ont les générations ascendantes dans le domaine d'éducation des enfants, la société leur dit qu'il faut qu'ils fassent toujours plus pour gagner moins, voilà, c'est toute une spirale, c'est tout un cercle vicieux là encore. Les difficultés sociales à la suite d'une impuissance apprise semblent inévitables, cependant l'effet s'estompe avec le temps. L'impuissance apprise peut être minimisée à l'aide d'une thérapie comportementale. Alors toujours les psychologues, ils nous disent il faut en parler à de la famille proche, pourquoi pas un ami de confiance, voire aller voir un thérapeute pour en parler un peu et essayer d'élaborer des pistes, pas forcément y aller trop souvent. Alors quels sont les traitements qui sont proposés par les spécialistes ? Seligman, donc celui qui a fait les expériences dont nous venons de parler, a tenté de transférer son modèle théorique à la pratique thérapeutique auprès de populations d'enfants déprimés et de jeunes diabétiques. Son modèle humain et animal constitue une référence classique de la dépression, donc du traitement et du fait d'éradiquer la dépression, utilisé dans les essais thérapeutiques des antidépresseurs. Donc dans les livres de conseils pour les psychologues concernant tout ce qui est traitement de la dépression et s'il faut ou pas prescrire des antidépresseurs. Alors au niveau militaire, c'est le petit bonus de cet article, Seligman a fait une présentation de ses travaux sur l'impuissance apprise au sein du programme militaire de SERE, S-E-R-E, dans le but d'enseigner à des soldats à résister à la torture. À la suite duquel les techniques d'interrogatoire renforcées utilisées dans les prisons de la CIA lors de la guerre contre le terrorisme ont été développées. Alors vraiment, c'est un travail sur soi, le fait de comprendre que des fois l'environnement, il nous en veut un peu, pas forcément qu'à soi, donc c'est pas de la persécution, pas forcément,
Mais il faut essayer de relativiser les choses, pourquoi pas demander de l'aide à la famille avec des conseils, et pourquoi pas d'être suivi par un psy. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.